Le livre, j'en étais content en fait, mais quand j'ai reçu le mail un jeudi soir, je l'ai lu avant de me coucher vers 23h, de Jean-Marie Laclaftine. T'as bien dormi du coup. Du coup, j'ai pas dormi de la nuit. Alors les conditions idéales, c'est donc l'histoire de Skander qui est placé à l'aide sociale en enfance et qu'on va suivre jusqu'à sa majorité dans un environnement qui est celui des familles d'accueil et des banlieues un peu dures, quoi. Et c'est l'histoire d'une volonté, la sienne, de devenir quelqu'un assez jeune sans savoir qui il est, mais dans un environnement hostile parfois. Et donc ça parle d'amour, d'argent, qui sont les deux sujets que j'ai traités, et puis de filiation, d'identité, et puis je disais un roman d'apprentissage, donc il y a un peu ce côté entraînant, et on voyage et on rigole aussi, je crois. Ouais, je te confirme. Donc hors saison, c'est une histoire qui se passe aujourd'hui. Et ça raconte le parcours sur quelques mois d'un jeune homme qui a une vingtaine d'années, qui s'appelle Yann, qui est étudiant en médecine et qui se rend compte qu'à ce moment un peu charnière de la vie, lui, il a l'impression de ne pas avoir fait de choix sur qui il va devenir, avec qui il veut vivre, qu'est-ce qu'il veut faire aussi comme travail. Et il ressent ce besoin de s'extraire de manière un peu brutale de son environnement, de la ville où il habite, de ses amis, de sa famille. Et il va aller à la montagne, travailler comme saisonnier dans une station de ski, un environnement qu'il ne connaît pas du tout. Et voilà, on le suit comme ça, son voyage en train, puis son arrivée dans la station, sa rencontre avec d'autres saisonniers, avec Hans, son patron, qui va devenir un personnage aussi important du récit. Et la particularité de cette saison, c'est qu'il n'y a toujours pas de neige, que la neige n'est toujours pas tombée. Et du coup, tous ces personnages se retrouvent avec ce temps très étiré à attendre, petit à petit aussi à s'inquiéter des conséquences de cette absence de neige. Et lui, Yann, paradoxalement, dans cette attente et ce temps suspendu, il va en profiter, lui, pour découvrir la montagne, faire aussi le point sur qui il est, qui il veut devenir. Et ça va être pour lui l'occasion de trouver des réponses sur la suite de sa vie. Et en miroir, il y a aussi petit à petit l'histoire de Hans, cet homme plus âgé d'une quarantaine d'années, qui est le patron de cet hôtel et qui voit aussi ce patrimoine vaciller et qui se retrouve lui aussi à un moment de choix dans sa vie sur que faire de cet héritage, qui il veut devenir et où il veut aller. Donc il y a ces deux personnages en écho et un peu aussi un écho assez fort avec la nature et la montagne qui est en train de changer de manière peut-être durable par rapport à ce qu'on connaît. Donc il y a aussi une part de récit initiatique, je dirais, sur une période de quelques mois, mais où les personnages se retrouvent quand même à des moments importants de leur trajectoire. Alors, Par-delà l'oubli, c'est d'abord un hommage à un homme, René Blum, que j'ai découvert par hasard et sur lequel j'ai souhaité écrire. J'ai écrit le roman sur un double fil narratif. D'abord son succès, son ascension vers le succès, et de l'autre côté, sa descente aux enfers. Il a vraiment un succès professionnel prodigieux, il connaît tout et tout le monde. C'est comme ça qu'on le décrit, René Blum. En parallèle, il organise des salons, il contribue à faire publier Proust auprès de Bernard Grasset, avant qu'il ne parte pour Gallimard. Puis il découvre énormément de talents, notamment Marcel Pagnol au théâtre. C'est vraiment un personnage formidable. Puis sa descente aux enfers, sa rafle en 1941, le 12 décembre 1941, dans la rafle dite des Notables, puis son calvaire, transféré de camp en camp, et sa fin tragique à Auschwitz. C'est d'abord un lieu et une impression qui est à l'origine de l'histoire. Dans une station de ski, on est fin mars et il n'a pas neigé. Et du coup, le sentiment d'un ébranlement un peu intérieur, l'impression de dire en fait le monde qu'on connaît, les repères qu'on a sont en train de changer de manière durable. Et qu'est-ce que ça provoque dans l'intime et dans notre rapport au monde, dans notre rapport aux autres, etc. Et c'est un peu le livre et le point de départ du livre et de l'écriture est né un peu d'une image, d'un moment et très relié aussi à une sensation. Et c'est à partir de ce moment, cette image, que ensuite j'ai déroulé l'histoire, les personnages et ce qui reste en fait quand même de cette histoire et qui est assez fort dans le récit, c'est la forte présence de l'environnement, des paysages et de la manière dont la nature en fait traduit
des états d'âme et des émotions. Et cette image qui est venue très forte a quand même été un moment assez fondateur pour l'histoire et aussi pour la manière dont je voulais la raconter. Il y avait quand même la volonté de devenir écrivain, puisque les livres que je lisais à l'époque m'avaient provoqué certainement les plus grands chocs émotionnels. Alors je me suis dit, ah c'est bien ça, et puis j'aimerais bien faire pareil et peut-être provoquer moi aussi auprès des autres ce genre de sensations. Et alors je me suis lancé en tant qu'écrivain, mais tout seul, hein, et puis on m'avait rien demandé. Et donc j'étais là, comme ça, près de mes amis, et je me disais, je suis en train d'écrire. Mais c'était il y a déjà 10 ans, j'étais comme ça, quoi. Et puis ça a pris du temps. Voilà, donc il y avait une volonté de reproduire, une volonté aussi de témoigner. C'est un peu cocasse, mais je l'ai découvert en allant faire des courses. Il y avait à l'époque un magasin qui était à l'angle de la rue Cardinet et de la rue René Blum, dans le 17e arrondissement de Paris, tout à fait. Quand je voyais cette plaque, comme je connais, c'est un peu la vie de Léon Blum, et vu que c'était le frère cadet de Léon Blum, je n'avais pas poussé plus mes recherches. Et ça, je le raconte à la fin, dans la note de fin de mon livre, c'est que j'ai lu le livre d'Anne Sinclair, La rafle des notables, où elle évoque le passage de son grand-père dans le camp de Compiègne, et elle décrit René Blum comme un personnage central du camp. Surtout, j'ai constaté avec effarement le fait qu'il était méconnu, inconnu. Donc, j'ai décidé de chercher plus loin pour essayer de retracer un petit peu son parcours. Et quand je me suis dit que j'avais suffisamment de documentation, je me suis décidé à écrire son destin et à écrire un livre sur lui. Ça n'a pas été une épiphanie, ce titre. C'est un titre assez simple, assez sobre. Je pense qu'il est à l'image du livre, c'est-à-dire que c'est un titre qui, je pense, est assez évocateur d'espace, de paysage, d'ambiance, d'atmosphère. Tu sais bien, comme c'est une expression du langage courant. Exactement. Et puis en plus, c'est pas mal parce que c'est une histoire qui se passe en hiver et qui sort à la fin de l'été. Oui, concernant le titre, donc c'est antiphrase et antititre même. Donc ça me plaisait puisqu'il y avait l'ironie suffisante et je me suis dit, lorsque le livre sera publié, eh bien on allait lire la 4e de couverture et puis on se dirait, en fait, il s'est un peu moqué de nous, l'auteur. Et puis voilà, donc il s'est imposé ce titre sans que je n'ai à le changer. Moi, contrairement à vous, le titre, en fait, je me rappelle très bien quand est-ce que je l'ai trouvé, parce que je l'ai trouvé avant de l'écrire. J'ai trouvé avant de l'écrire parce qu'en fait, c'était aussi un hommage à un professeur du Collège de France qui s'appelle Philippe Descola, qui a écrit un livre qui s'appelle Par-delà nature et culture. Ce livre, j'ai trouvé ça magnifique et extrêmement intéressant, et donc j'ai voulu lui rendre un hommage en appelant mon livre Par-delà, donc comme Par-delà nature et culture, mais moi Par-delà l'oubli. Je voulais lutter contre l'oubli de René Blum, et au travers de René Blum aussi de beaucoup d'oubliés qui sont morts durant ce grand drame qu'est la Shoah. Moi, je me rappelle très bien de ce jour. J'avais envoyé le manuscrit, l'éditeur m'avait rappelé en me disant que ça l'intéressait beaucoup, mais qu'il y avait un processus chez Gallimard très construit. J'attendais le retour de ce comité de lecture qui avait lieu en décembre pour savoir si mon manuscrit allait être retenu. Comme je ne savais pas quoi faire ce vendredi, j'avais pris une journée de congé parce que j'avais vraiment envie de profiter, de ne pas être trop stressé au travail et de ne pas faire payer à mes collègues mon stress. Donc j'avais pris cette journée de congé et je m'étais dit le matin que j'allais ranger ma bibliothèque. Pendant que je commençais à ranger ma bibliothèque, j'ai eu l'appel de mon éditeur, que Gallimard avait accepté mon manuscrit et accepté de le publier. Jamais j'aurais pensé être simplement publié seulement. Alors quand c'est Gallimard qui, avec le prestige de Gallimard, avec l'histoire de Gallimard, de tous ces grands auteurs qui acceptent, et forcément c'est une émotion intense. J'avais envoyé moi mon manuscrit en mars 2022 à plusieurs maisons d'édition. Je commençais à avoir des réponses en juin, j'étais assez détaché. J'avais l'impression en tout cas d'avoir été au bout de ce que je pouvais faire avec le livre. J'en étais content en fait, et je me disais il est bon. J'avais discuté avec des libraires qui m'avaient dit en France il y a vraiment plein de maisons d'édition. Si votre livre est bon, vous trouverez. Ça me donnait beaucoup d'espoir.
Mais quand j'ai reçu le mail un jeudi soir, je l'ai lu avant de me coucher vers 23h, de Jean-Marie Laclaftine. T'as bien dormi du coup. Du coup, j'ai pas dormi de la nuit. Et il m'annonçait effectivement que lui était favorable à la publication, mais qu'il fallait effectivement que le roman passe en comité de lecture. La décision revenait au comité de lecture qui avait lieu la semaine suivante. Moi, il m'avait dit le jour. Je savais que c'était le jeudi. Du coup, le jeudi soir suivant, je reçois un mail voilà, très sobre, très simple, mais qui résume toute l'émotion, je pense, qu'on peut avoir à ce moment-là, voilà, Jean-Marie qui m'annonce que le livre va être publié en collection blanche en plus. Donc voilà, ça a été un sacré moment aussi. Moi, comme toi, Aurélien, c'était un appel et après mon manuscrit envoyé au service dédié, celle qui allait devenir mon éditrice m'appelle, elle a une voix très douce. Je me suis dit ah bah j'ai des raisons d'y croire. Et c'était un mardi et donc ça m'a un peu réveillé puisque je l'avais envoyé quelques mois avant et il y avait l'attente. Et puis mon employeur d'alors se trouvant pas loin de la maison d'édition. Et eh bien, je l'ai recroisée une fois, alors elle m'a dit oui, je vais vous appeler avec un sourire. Et puis rapidement, ça s'est fait, après la validation du comité de lecture, le fameux. Puis c'était un choc quand même de signer là-bas, un choc... moi j'étais plutôt du côté des chocs négatifs, donc là c'était positif, mais ça n'en demeurait pas moins un choc. Puis ensuite il y a eu le processus d'édition qui a été long, entre guillemets, puisqu'il a fallu retravailler. Je disais, écrire, en fait, c'est réduire. Donc j'ai réduit, voilà, jusqu'au bon à tirer. Le premier, c'est Romain Gary. C'est vraiment un auteur qui m'a, enfin, en tout cas, qui a accompagné ma construction et mon identité, ma construction intellectuelle, qui m'a fait passer quelque part du jeune homme à l'homme. Parce qu'au fait, il évoque des situations, des complexités du monde que j'ai moi aussi vécues, même si elles sont différentes, mais en tout cas que j'ai lues au travers de son œuvre. Et pour moi, ça a été vraiment très marquant. Il y a Aragon aussi, qui à la fois ses poèmes, mais également ses romans. Un roman en particulier, Aurélien, qui a un nom évocateur, mais qui au-delà du nom, du titre du livre, il y a cette histoire, cette subtilité, ces mots utilisés qui m'ont également accompagné aussi dans ma construction, cette fois-ci d'écriture du roman. Et ça a été vraiment très important, ce roman. Je l'ai relu plusieurs fois, je le connais par cœur. Et ce que j'adore dans ce roman, c'est vraiment la subtilité de description des situations, et qui fait écho à notre conversation finalement de tout à l'heure, c'est-à-dire que pour décrire finalement une situation, il va passer par des chemins détournés, mais qui permettent de comprendre cette situation. Et je trouve ça très brillant, magnifique. Et enfin, le troisième auteur, c'est Modiano. J'aime sa façon de décrire Paris, de décrire le monde. J'aime sa façon d'utiliser quelques mots, quelques petits mots finalement, de faire toujours des romans très courts, mais avec une très grande force. Enfin, je relis régulièrement ses livres, alors j'ai la chance parce qu'il en publie encore, et donc je pense avoir lu tous ses livres, et à chaque fois je ressors de ce livre toujours très court, mais d'une infinie puissance. Il y a plusieurs romans qui gravitent autour de Hors-Saison et qui ont un peu accompagné soit le processus d'écriture, ou bien qui, je les avais lus avant et qui ont résonné fortement avec le livre. Le premier, et qui est une référence pour moi qui était assez forte, c'était le livre de Thomas Mann, La montagne magique, que j'ai lu avec vraiment la sensation d'un vertige lié au moment de bascule où le personnage principal, qui s'appelle Hans Castorp, qui du coup va dans ce sanatorium pour 3 semaines et qui va y rester 7 ans. Et pour moi, c'est cette sensation de rester à un endroit beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu à l'origine. Et qu'est-ce qui se passe
dans tout ce temps qui s'étire, moi, m'a vraiment fasciné. Et il décrit aussi une micro-société qui est un peu qui se détériore. Et moi, je pense que ça a beaucoup résonné avec aussi la fin de la station de montagne, etc. Et puis un autre écrivain qui me chemine, et pour moi, pareil, j'ai un peu, je pense comme toi, avec Romain Gary, ça a été une révélation forte, et j'ai tout lu, c'est Julien Gracq. Pour la manière dont il fait exister le paysage, dont ses récits sont ancrés dans une géographie très évocatrice, très belle, et pour moi, ça a été une grande révélation, et je relis très souvent Gracq. Il me réconforte beaucoup dans son écriture, dans la beauté, et aussi dans une forme d'ambiguïté qu'il maintient dans ses personnages, et je trouve fascinant. Je trouve que c'est des œuvres que moi, j'arrive pas à épuiser, et qui résonnent très fortement, et même si, voilà, je pense que le style que j'ai adopté dans Hors Saison est beaucoup peut-être simple, différent de Gracq, il y a quand même une forme des échos qui peuvent exister. Et il y a une troisième œuvre qui est très importante, c'est un livre d'un philosophe allemand qui s'appelle Hartmut Rosa, qui s'appelle « Rendre le monde indisponible », qui est un philosophe, sociologue, et qui en fait décrit une sensation, je pense qu'on ressent un peu tous, dans notre monde où on a l'impression qu'on peut tout maîtriser. On veut aller à un endroit, on y va, on a accès à plein de photos, de vidéos sur tous les lieux qui existent dans le monde. On peut décider de quand on y va, à quel moment, etc. Tout est disponible. Et en fait, cette disponibilité des choses détériore notre capacité à nous émouvoir avec les choses qui nous entourent, et crée en fait des déceptions. Quand on se rend dans un lieu qu'on avait très envie d'y aller, en fait on y est, et parfois on peut se dire mais en fait je l'ai trop vu, j'ai épuisé le lieu. Et il dit que pour retrouver un rapport émouvant et sensible aux choses, il faut qu'il y ait une part de ces choses qui nous échappent. Et pour moi, ça a été vraiment un soubassement très fort dans la manière dont j'ai écrit le livre, et justement finalement de la nature ou des saisons qui se détériorent et qui ne sont plus prévisibles et ne sont pas maîtrisables, et qui du coup font que pour les personnages, ils retrouvent un rapport sensible au monde. Et finalement, ça a été un texte plutôt philosophique, mais qui m'a énormément aussi habité et nourri dans l'écriture, et qui même a changé globalement en fait, la manière dont je perçois le monde presque. Il y a 3 romans qui m'ont vraiment touché, qui m'ont convaincu d'écrire. C'est Crime et Châtiment de Dostoïevski, avec Raskolnikov. Il y a bien sûr Illusion perdue de Balzac. Et ça, donc Lucien de Rubempré, que je n'ai jamais oublié depuis. Et il y a ces romans qui m'ont vraiment bouleversé et modifié ma fréquence, et permis en fait de supporter ce que je supportais à Paris, à savoir une sorte de déclassement violent et assez jeune. Et enfin, il y a Le Voyage au bout de la nuit, bien sûr, parce que Le Voyage au bout de la nuit, donc c'est le roman qui me permet en quelque sorte d'écrire à la première personne l'histoire, avec les va-et-vient de l'esprit, de la feuille, donc l'écriture, et le déploiement du corps à travers des continents, des situations et des âges, et avec cette dimension picaresque que j'ai tenté d'insuffler un peu dans mon roman, à mesure que le personnage grandit. Voilà. Donc, ouais, ces 3 romans, leurs personnages m'ont un peu changé. Voilà. C'est un poème de Clément Marot qui s'appelle « De soi-même ». Et alors c'est « Plus ne suis ce que j'ai été et ne le saurais jamais être. Mon beau printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre. Amour, tu as été mon maître, je t'ai servi sur tous les dieux. Ah, si je pouvais 2 fois naître, comme je te servirais mieux. » Et alors ce poème m'a profondément bouleversé, que la révélation quasi immédiate que ce poème finirait au début du manuscrit. Alors, moi, j'en ai 2. La première, c'est d'Elie Wiesel. Le bourreau tue toujours 2 fois, la deuxième fois par l'oubli. Et donc, la deuxième, c'est rien ne distingue les souvenirs des autres moments.
ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître à leurs cicatrices. Chris Marker. 2, parce que j'arrivais pas à choisir. Je les trouvais toutes les deux complémentaires. La première, c'était sur mon engagement contre l'oubli pour la mémoire. La deuxième, c'est plus intime. Chris Marker, c'est un artiste que j'aime bien beaucoup. Cette citation provient de son court-métrage La Jetée, que je vous invite, si c'est pas fait, à voir, c'est sur YouTube. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'écriture et dans la manière de faire ces allers-retours passé-présent. Et j'ai été très marqué par ce court-métrage et j'ai voulu lui rendre hommage également en écrivant cette citation de son film dans mon livre. Hors saison, c'est un livre qui contient une adresse aux introvertis. C'est une adresse que j'avais pensée pour le coup assez vite et qui est un peu une clé de lecture aussi du livre et qui se veut pour moi assez réconfortante puisque pour moi il y avait l'idée de se dire que c'est pas forcément parce que on a une vie peut-être plus discrète ou on n'en parle pas, qu'on ne vit pas des choses fortes et qu'on n'a pas des décisions aussi qui peuvent être audacieuses, qui peuvent être aussi assez uniques ou qui définissent fortement qui on est, qu'on ne peut pas aussi s'affirmer plus dans une forme de discrétion et sans forcément avec de l'emphase en fait. Et pour moi, voilà, c'était assez important qu'il y ait aussi cette idée qu'il peut y avoir une forme de puissance dans aussi la discrétion et dans le fait d'être un peu hors du monde.